Le mec avec le pistolet commença à faire quelques pas devant moi et m'a regardé droit dans les yeux. Il lui manquait un œil, remplacé par un trou noir, et il ne lui restait plus grand-chose de son oreille gauche. À vrai dire, il avait l'air complètement taré. Il a bafouillé quelques mots que je n'ai pas compris avant de reprendre son souffle. Je me suis dit que le moment était venu, j'ai fermé les yeux, attendant le clic du pistolet qui allait annoncer la fin de ma vie. À côté de ma tête s'est soudainement engourdi, et une fraction de seconde plus tard, il a eu comme un fracas tonitruant qui a fait vibrer mon crâne. Il venait de me frapper avec son gun. C'était de toute évidence un avertissement. J'avais dû particulièrement les énerver, lui et ses potes. J'ai connu quelques menaces de mort jusque-là, notamment de la part d'une ancienne petite amie rancunière qui avait payé quelqu'un pour me foutre la trouille, mais je ne pensais pas que tout ça était lié. Le gang s'est barré, et j'ai roulé sur le côté pour cracher mon sang. Il m'avait fait une belle entaille sur le front, ça n'arrêtait pas de pisser le sang sur mon visage. Je me suis bandé la tête moi-même parce que si tu vas aux urgences aux États-Unis et qu'ils trouvent que c'est un accident un peu bizarre, ils appellent les flics avant même de t'avoir filé un cachet d'aspirine. De toute façon, j'avais d'autres chats à fouetter. Plus précisément, il fallait que je m'occupe d'une petite saloperie dont la prime d'assurance venait de monter en flèche. Il m'a fallu à peu près 2 semaines pour le retrouver. Je voulais rester discret pour ne pas m'attirer d'autres ennuis. J'ai même retrouvé où il vivait. Je me sentais un peu comme un flic en civil qui pose des questions anodines aux gens sans éveiller les soupçons. Pendant 2 nuits, j'ai traîné autour de chez lui, attendant qu'il rentre. Le 3e soir, ses amis décident de rentrer tôt. Mauvais choix, mon pote. Il flâne sur l'allée, la démarche marquant un rythme musical imaginaire. C'était peut-être un fan d'Iron Maiden. Mais je ne lui ai pas laissé le temps de discuter des arrangements musicaux avec moi. Je suis sorti de l'ombre comme une balle, lui balançant un crochet droit dans la gueule, accompagné par tout mon poids. Il s'est écroulé comme un tas de merde, le nez embué de sang. Moins d'une minute après le coup, il s'est retrouvé la gueule en sang d'une oreille à l'autre. Je l'ai attrapé, car en tombant il allait m'échapper, et il fallait que je lui en colle une autre. Mais un bout de son t-shirt m'est resté dans les mains. Quand il s'est écroulé, j'en ai profité pour lui balancer un beau coup de pied dans la tronche, en y mettant tout ce que je pouvais. J'ai entendu comme un bruit sourd, comme un bot est entré en contact avec sa face, déjà bien arrangée. Mais je n'avais pas fini. Oh non. J'ai jeté un œil aux alentours pour voir s'il n'y avait pas de témoins, et j'ai sorti mon 38 de ma ceinture. Je lui ai fourré le canon dans la gueule, allégeant au passage sa mâchoire de quelques dents. Il me regardait avec son seul œil valide, complètement terrifié. Il devait se dire qu'il allait mourir, car j'ai senti comme une odeur bizarre. Il venait de faire dans son froc, et une grosse larme a roulé doucement sur sa joue. Je tenais là un malfaiteur qui me suppliait de l'épargner en chiant dans son ben. Pour moi, c'était bien mieux que de le tuer. J'ai éclaté de rire et je l'ai fait rouler avec ma botte. J'ai quitté lentement les lieux, je me suis retourné. Il n'avait pas bougé. Il avait toujours la gueule sur l'asphalte, inerte, comme un corps mort. Non mais attendez une seconde. Je sais très bien ce que vous allez dire. À quoi tu joues, Paul? T'as pas entendu parler de Ronan Keating, qui a explosé une bouteille dans la gueule de quelqu'un dans une boîte de nuit? Ou Robbie Williams, sur le point de brûler la cervelle d'un mec avec un pistolet? Apparemment pas. Mais je suis comme ça. C'est ce que j'ai toujours été. Un casse-cou avec pas une thune, ou une rockstar pleine aux as. Laissez-moi vous expliquer. Le passage que je viens de vous lire est extrait de The Beast, l'autobiographie de Paul Di'Anno, le chanteur des 2 premiers albums d'Iron Maiden. Alors vous vous dites peut-être que j'ai volontairement sélectionné le passage le plus violent, histoire de vous ferrer comme des gros poissons, mais en fait il n'en est rien. Il y a largement plus dérangeant, largement plus violent et largement plus malaisant que ce passage-là. The Beast, c'est 400 pages d'anecdotes sur le sexe, la drogue, l'alcool, la défonce, les anecdotes backstage, un tout petit peu de musique et un tout petit peu d'introspection. Alors vous allez me dire, pas malache, quoi de neuf sous le soleil finalement? Sexe, drogue et rock'n'roll, il n'y a rien de nouveau. Et je vous répondrai que contrairement aux autobiographies dans les Mickey Mister, dans Ozzy Osbourne, dans les Kiss, il n'y a pas grand chose de fun dans ce bouquin-là. Il y en a un tout petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on peine à sortir de cette autobiographie en se disant autre chose qu'en définitive, Paul Di'Anno est un sale type. Je fais cette vidéo d'une part parce que Paul Di'Anno a arrêté sa carrière musicale il n'y a pas très longtemps et pour faire un écho un petit peu sympa à la vidéo que j'avais fait sur l'autobiographie de Bruce Dickinson. À quoi sert ce bouton? Parce que les 2 chanteurs ils ont fait partie du même groupe évidemment et ils sont aux antipodes. Bruce Dickinson, c'est le chanteur charismatique à qui tout réussit, pilote, escrimeur, il fait du one-man show, animateur radio, il a produit des documentaires, bref, tout lui réussit. Et Paul Di'Anno, c'est le mec qui avait tout pour réussir et qui a en permanence, systématiquement,
tout foutu en l'air. C'est un petit peu l'ombre menaçante que tu n'as pas envie de croiser dans les faubourgs de Londres, et bien plus encore. On va se décortiquer tout ça dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, et c'est une autobiographie qui au final est assez singulière. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Rizemol consacré à The Beast de Paul Di'Anno. Unchain the colors before my eyes. Yesterday's sorrows, tomorrow's white lies. Scan the horizon, the clouds take me higher. I shall return from out of the Alors pour commencer, on va éclipser directement le chapitre Maiden. Pour la bonne et simple raison que le bouquin il fait 400 pages et toutes les anecdotes qui concernent Maiden couvrent à peu près un quart du bouquin, donc une petite centaine de pages. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que Paul Di'Anno le raconte d'une manière assez peu spectaculaire. Il raconte d'une manière tout à fait naturelle, voilà, son enfance, son adolescence, comment il a découvert le punk rock, parce que c'est un mec qui, avant le métal, a des racines punk, avec les Pistols, avec les Damned et ou avec les Clash. Il raconte comment il voit le groupe avec ses premiers chanteurs, comment il auditionne, comment il rencontre Steve Harris, comment tous les deux ils discutent des projets futurs du groupe autour d'une tasse de thé, l'enregistrement du premier album, premier concert, première tournée, où déjà on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, où les prestations du groupe ne manquent pas de mordant, ne manquent pas de piquant à cause du comportement déjà un petit peu erratique de Paul Di'Anno. L'enregistrement de Killers, où déjà là il commence à apparaître certaines dissensions, où Di'Anno il se reconnaît pas trop dans la direction que prend le groupe. La tournée qui suit, elle est assez catastrophique, son comportement il est de plus en plus ingérable, de plus en plus violent. Il y a cette anecdote célèbre où il voulait monter sur scène avec un couteau, il se fait arrêter par les flics. Bref, à l'aube de l'enregistrement du troisième album, les musiciens veulent plus jouer avec lui, veulent se débarrasser de lui, et lui veut quitter le groupe. Il raconte comment ils se réunissent à un moment, comment en fait ils leur disent bon ben Paul on veut plus de toi, et lui il dit ça tombe bien, j'ai oublié de me barrer, il se serre la main et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, et ce qui est assez étonnant c'est qu'à aucun moment il n'aura de mots désagréables envers son ancien groupe, et qui dit même que Dickinson, choisir Dickinson pour sortir dans le groupe était en définitive un excellent choix, et qu'au vu de la direction musicale qu'il prenait, il n'aurait pas pu choisir un meilleur prétendant. À partir de là, tout le reste, comme je vous le disais, c'est que de la défonce, que du sexe, que de la violence, et que des réflexions complètement pétées de la part de Paul Di'Anno. Alors il faut bien garder quelque chose à l'esprit. À la fin du bouquin, il y a tout un chapitre où la parole est donnée aux proches de Di'Anno. Alors il y a des proches ou des personnes qui l'ont connu. Alors il y a des anciens musiciens, des anciennes petites amies, des anciens managers, etc. etc. Et tous se rejoignent quasiment unanimement sur un point, c'est que Paul Di'Anno, c'est un mec qui dit pas toujours la vérité, loin s'en faut, et qui est un petit peu mythomane. Il faut quand même garder bien ça à l'esprit pour tout le déroulement du bouquin. Alors quand il commence à parler de sexe, parce que c'est vraiment le sexe avec les groupies, avec ces femmes, c'est vraiment la majorité du propos du bouquin, quand il commence à parler de ça, il dit qu'il a probablement eu quelque chose comme 2000 maîtresses. Et là, il y a un pote à lui qui intervient et qui dit « Non, mais Paul, tu en as certainement eu plus, certainement, 3000 maîtresses, plus que 2000. » Et tu te dis, ouais, quand tu es un beau gosse comme Paul Di'Anno, c'est sûr, t'es pas à 1000 femmes près. Et cette espèce de vantardise, ça se complète avec le comportement qu'il a envers les groupies. Alors il dit qu'il est tout à fait probable que ça soit quelqu'un qui est toujours plu aux femmes, qui ait toujours eu des fans autour de lui, etc. Mais il dit
une groupie, quelqu'un qui arrive backstage avec l'idée de se faire traiter comme un morceau de viande, elle mérite de se faire traiter comme un morceau de viande. Alors dès qu'il peut, en fait, il fait tourner en fait les groupies à ces rodis qui sont bedonnants et ventripotents, bien qu'il se décrive comme quelqu'un qui a toujours plu aux femmes, qui n'hésite pas à utiliser l'alcool, les drogues, à abuser de la jeunesse, de la naïveté des groupies, pour en fait les entraîner dans des plans super glauques, et à les laisser finalement en plan après avoir abusé d'elle. À bien des moments, ça ressemble à de mauvais scénarios de films de boules des années 80, vu qu'il raconte, c'est le genre de mec qui part dans une boîte de lesbiennes, il repart avec de lesbiennes, évidemment, en 10 minutes chrono, il arrive à coucher avec elles et à leur donner du plaisir. Enfin, ça ressemble vraiment à des scénarios de films X tout pété. Et il y a la violence, donc il y a cette espèce de mépris manifeste qu'il a envers les groupies, et la violence n'est jamais très loin, vu qu'à plusieurs moments il dit qu'il en fait. Déjà le fait de les laisser en plan après avoir usé d'elles, c'est déjà pas très glorieux, mais ensuite il parle d'anecdotes plus violentes où il peut en menacer certaines, et quand il arrive au chapitre des femmes qui ont partagé sa vie, vu qu'il s'est marié plein de fois, il a eu beaucoup de femmes qui ont partagé sa vie, systématiquement ça se termine dans le sang. Et c'est un mec qui, à cause des violences conjugales, a fait de la cabane aux États-Unis, je crois, à 2 reprises. Et qui, en fait, c'est un mec, pour Eliano, il faut savoir, c'est un mec qui est grand et qui est solide et qui sait se battre, qui s'est battu toute sa vie. Donc, comme il le dit très bien lui-même, quand il se mettait à cogner sur des femmes qui faisaient la moitié de son poids, ça faisait très mal. Enfin, il y a eu des bras cassés, des côtes cassées. Enfin, c'est vraiment malaisant la manière dont il parle de ces femmes, surtout que tout au long du bouquin, au fur et à mesure que les années y passent, à chaque fois, il dit que ça va s'arrêter, et en fait ça s'arrête jamais. Il dit, de toute façon vous n'avez pas besoin de me dire que je suis un salaud, je suis celui qui doit vivre avec le poids de sa violence, avec le poids des actes que j'ai fait, ça ne se reproduira plus jamais, vous n'avez pas besoin de me dire que j'ai fait du mal, je le sais très bien. Sauf ce qu'il y a de vraiment dérangeant, c'est qu'à aucun moment il se demande pourquoi je suis violent avec les femmes qui partagent ma vie, pourquoi chaque fois que je me mets en couple, ça finit par partir en couille, pourquoi je me mets à savater des mecs dans le public qui m'ont rien fait, pourquoi je me bats dans la rue, pourquoi toute ma vie c'est ça. À aucun moment il essaie de trouver la solution. À un moment il dit, il a de but en blanc comme ça, je suis schizophrène, je suis psychotique, je suis un malade mental. Sauf qu'il ne dit pas si véritablement il a eu un psychiatre qui a posé véritablement un diagnostic, s'il prend un traitement. Il dit ça comme la plupart des mecs disent « Ouais, moi je suis un vrai taré, je fais des trucs de fou, mais c'est parce que je suis un vrai jobard. » Et en fait, à plusieurs moments dans le livre, on voit dans son comportement fait des signes véritablement clinique d'un malade mental. À la fin du bouquin, il y a des musiciens qui jouent avec lui, qui dit qu'ils étaient en train de jouer, tout se passait bien. Au bout d'un moment, il arrête le concert, il descend, il chope un mec du premier rang, il se fout à le savater, à lui coller 2 coups de poing dans la gueule. Et le mec, il regarde, il dit « Mais qu'est-ce qui t'a fait ?» Ben, il me regardait bizarre. Et les musiciens, ils disent « Mais on était tous hyper gênés, parce que le type, il était handicapé, vraisemblablement, il était autiste, et effectivement, il avait un regard bizarre, mais pas plus que tous les autres mecs dans le public. » Et ils lui disent à Paul « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Il dit « Ouais, mais il me regardait bizarre. » Il dit « Mais du con, c'est ton concert. » Évidemment que le mec, il va te regarder. Est-ce que c'est vraiment la première fois que tu vois un type bizarre dans un concert de heavy metal? Enfin, c'est plein de trucs comme ça qui sont super malaisants, où l'autre, il laisse exploser sa violence, qui éclabousse autant ses femmes que ses fans, que le mec lambda qui passe dans la rue. Et quand il commence à expliquer, ou du moins à essayer d'expliquer pourquoi il est comme ça, enfin, mais c'est là que ça devient complètement fou. À un moment, il dit qu'ils étaient en tournée, je crois, avec Killers en Europe, et il dit, il y avait des skinheads dans le public, en fait. Il dit, bon, ils étaient là, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être ça tenait du fait que je m'étais fait tatouer peu de temps auparavant une croix gammée sur l'avant-bras, et que j'avais un cuir avec une grosse svatika dans le dos. Ouais, effectivement, ça peut expliquer la présence de Faf à tes concerts si tu commences à te balader avec des cuirs comme ça. Bon, il y a un de ces rodis qui était juif, qui apparemment est pédagogue, qui vient le voir et qui lui dit « Tu sais Paul, te balader en Europe avec une croix gammée dans ton cuir dans le dos, c'est pas neutre comme symbole, tu vas avoir des problèmes, il faut que tu t'arrêtes avec ça. » Et l'autre, il lui répond, enfin, mais l'argument de l'espace, il lui dit « Ouais, mais tu comprends, la croix gammée, c'est un truc qui a été tiré de base, c'est pas ça, c'est un symbole de l'amour, c'est un symbole qui a été piqué, voilà. »
personne d'autre mieux que moi ne sait ce que le fascisme a fait de mal en fait aux populations, notamment parce que j'ai des origines italiennes. Je pense que toutes les personnes devraient apprendre à vivre les unes avec les autres, quelle que soit leur couleur de peau. Et tu te dis, le mec qui livre un discours comme ça, très progressiste, très humaniste, et qu'est-ce qu'il fait pour le défendre sur scène? Il porte un cuir avec une croix gammée dans le dos. Enfin, tu te dis, mais où tu prends véritablement tes interlocuteurs pour des cons, ou tu as des raisonnements qui n'appartiennent qu'à toi. Et je pense que c'est plutôt la deuxième solution, le mec qui est complètement paumé dans sa tête. Il y a plein d'autres anecdotes comme ça où il montre qu'en fait il est complètement paumé, notamment le fait que c'est un mec qui saute d'une religion à l'autre. Il a été d'abord catholique, puis aborigène, puis musulman. Quand il commence à tomber dans le catholicisme, il part au Vatican avec le groupe, il part avec un chapelet, il pleure sur tout le trajet. Quand il arrive au Vatican, le mec il est en short et claquette et il croit qu'il va rentrer comme ça. Et les types ils disent non mais c'est un lieu saint, vous ne croyez pas que vous allez rentrer comme si vous alliez sur la plage. Et quand il découvre l'islam, apparemment c'est un pote à lui qui lui a passé le Coran et ça lui aspire cette réflexion mais qui est énorme. Il dit mais l'islam, le Coran, c'est la division supérieure par rapport à la Bible. Le catholicisme c'est pour les débutants, l'islam c'est le truc supérieur. Il dit bon, je suis pas un super bon musulman parce que je bois de la bière, je picole, etc. Et à un moment, post 11 septembre, il discute avec des mecs dans un pub et puis il y a un type bon, un peu lourd, mais vraisemblablement pas méchant, qui lui dit bah, j'ai peur que les musulmans ils se mettent à faire beaucoup d'actes terroristes et tout. Et l'autre dit ouais, tu dis pas des conneries sur ma religion. Il se jette sur lui. Évidemment, il le démonte, il le laisse à demi-mort, et apparemment il est retenu par les mecs du bar parce qu'ils voulaient lui planter en fait les clés de sa bagnole dans le cou. Et pareil, ça lui aspire à cette réflexion, mais qui est complètement tordue, où il dit « Je peux comprendre que quelqu'un puisse trouver étonnant que quelqu'un qui parle d'une religion de paix vienne la défendre à coups de poing dans la gueule comme ça. » Oui, effectivement, on peut trouver ça étonnant. Et c'est que ça, c'est 400 pages. Ce qu'il y a en plus, c'est que c'est assez roboratif entre les anecdotes de cul qui sont sales. Ça fait vraiment genre le mec, t'es assis dans un bar et puis t'as un type complètement bourré que tu connais vaguement qui vient te raconter ses anecdotes de cul et puis c'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. Et vraiment, autant qu'il capitalise sur Maiden, quand il dit ma vie avec Aaron Maiden et après, il n'y en a qu'une centaine de pages. Le fan de Maiden, il n'aura pas énormément de trucs à se mettre sous la dent. Mais par contre, The Beast, oui, c'est vraiment un animal ce mec. C'est le type, tu vois qu'il a pas de cadre. Il prend ce qu'il veut, si tu ne lui donnes pas, il le prend de force, et il laisse exploser sa violence à n'importe quel moment. Il le dit à plein de moments, il arrive dans un bar, tout le monde est peinard, il va foutre la merde, insulter tout le monde, juste pour se battre avec les types. Ou alors il va provoquer les nanas avec qui il vit, en appelant des maîtresses. C'est que ça en fait, c'est un mec, il n'a pas du tout de filtre, pas du tout de cadre, et il explose à tout bout de champ. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que au bout d'un moment, en fait, les mecs qui écrivent des autobiographies, en général, ils ont un certain âge, et au bout d'un moment, ils finissent par se calmer, et ils finissent par avoir un peu de retour sur eux. Même les plus teubés, même ceux qui ont 2 neurones, au bout d'un moment, ils se disent « Ouais, là, j'ai peut-être fait du mal, j'ai peut-être pas été nickel, maintenant j'ai des gosses, j'aimerais pas que ma fille tombe sur un mec comme moi quand j'avais 20 ans. » Mec, ils ont un peu de recul, mais lui, même pas, quoi. Il se dit « Ouais, voilà, de toute façon, j'étais comme ça, de toute façon, il n'y a rien à y changer, je suis celui... » Enfin, t'es obligé de lui faire confiance, selon lui. Il dit « Je suis celui qui vit avec ce poids. » Sauf que tu as l'impression que le poids de sa culpabilité, il n'en a pas grand-chose à foutre. Mais tu as l'impression que c'est un mec qui souffre dans sa tête, peut-être parce qu'il est fou, et qui essaie du coup de se raccrocher à n'importe quoi. Tantôt à la musique, tantôt à l'alcool, tantôt à la défonce, tantôt à la religion, parce qu'il dit je suis absolument pas accro aux drogues, je suis pas du tout un alcoolique, je m'arrête quand je veux. Alors qu'en fait, le mec, il a picolé et pris des drogues toute sa vie. De toute façon, tu vois, à la fin, il termine dans un état, à la fin, il est quand même pas frais, le mec. D'ailleurs, après le bouquin, il y a une anecdote que je trouve assez terrible, quand il tente de frauder à la Grande-Bretagne, en fait, une allocation pour adultes handicapés, sauf qu'il s'est fait toper, en fait, par l'équivalent de la MDPH en Grande-Bretagne qui leur dit non, mais ne nous dites pas que vous êtes handicapé du dos quand vous montez sur scène et que vous sautez partout, enfin, ça marche pas quoi. Et donc voilà, c'est tout ça, ce type, c'est tout ça, et c'est singulier parce que tu as l'impression qu'il appartient à une espèce de caste un petit peu bizarre où les mecs ils font n'importe quoi et puis ils ont aucun retour sur eux. Alors je peux le conseiller, ce livre, si le descriptif que je vous en ai donné vous a fait rigoler, vous a semblé
quand même assez attrayant. Vous pouvez essayer si vous êtes un fan de Diano, évidemment, si vous êtes un fan de Maiden, si vous voulez tout simplement enrichir votre culture musicale. Mais s'il n'y avait pas le dernier chapitre, où il y a des mecs qui disent, malgré tout, Diano, c'est un mec sympa, c'est un mec qui est généreux, c'est un mec qui dans sa vie n'a pas eu trop de bol, s'il n'y avait pas ce petit passage pour dire que finalement c'est un mec cool, tu ressortirais avec l'image que c'est un véritable trou du cul. Donc The Beast, donc l'autobiographie de Paul Diano, à votre beau cœur si vous avez l'estomac bien accroché. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, comme disait Morsay, lisez, bande de salauds. Dieu. Bah, you bah, aïe bah, moi Davidson, Barlou, moi, original Barlou, toi tu n'es qu'une imitation, leur couplet me donne des irritations, j'aime trop la vitesse, nique leur limitation.